Monsieur Effoudou, moi je ne l'appelle pas capitaine, vous l'avez déjà radié. Monsieur Effoudou, vous rappelez les circonstances pour lesquelles, enfin du moins, qui ont créé tous ces problèmes. Ce qui est particulier, je vous ai dit, moi je suis beaucoup de dossiers. Et ce qu'ils savent, c'est que le président, entre 2018 et 2019, est passé à côté au moins de 2 coups d'État. Parce que les gens vous racontent des choses là. Les entrées d'armes au port autonome de Douala, on en connaît. On a eu l'affaire RGS ici. Le véritable problème de fond, c'était aussi ça. Et nous sommes dans cette période de 2022, quand il évoque ce dossier. Alors le dossier c'est particulier parce que je l'ai un peu touché quelque part. Et effectivement, il y a un individu qui a été, donc il a raison, je suis sur le tri de cet élément qui le concerne lui particulièrement, qui lui a causé tous les problèmes du monde. Une autorisation d'importation d'armes aurait été signée, justement, il a donné le nom du ministère, avec pour 2 modèles, le nouveau AR-15, calibre 223 REM. REM, c'est une arme très légère de fabrication tchèque, mais c'est une arme semi-automatique, par ce monsieur Sani Mohamedou. Et un pistolet automatique, ce qu'on appelle vulgairement le PA, c'est-à-dire un pistolet de poing, qui était le Glock 19. Le Glock 19 qui est de fabrication autrichienne. Le Glock 19 a ceci de particulier, c'est qu'il a un canon court, il est un peu plus léger et il est généralement utilisé pour sa facilité au maniement et aussi par des services de renseignement parce qu'il est très discret. Voilà les deux principales armes que le monsieur Sani Mohamedou avait commandées. Et c'est cela, et c'est ce que ce monsieur-là, monsieur Effoudou dit, il est tombé sur le dossier. Il est tombé sur l'affaire. Et il a fait une autre. Parce que c'est ce qu'il dit. Ça, c'est vrai. Pourquoi moi je dis c'est vrai? Parce que cette affaire, je l'ai connue de manière biaisée. Parce que le Sani Mohamedou habitait, enfin, il était très, fuyant. Mais le dernier logement qu'il avait, que moi je connaissais, qu'il avait pris, c'était des meublés derrière le stade omnisport. Alors, Valère, on va d'accord qu'on n'est pas en train de dire que ce que M. Effoudou a dit est vrai ou c'est faux. On n'a pas d'éléments. On contextualise sa sortie. Moi, je vous donne on fait une analyse en termes de continuité. Non, ces éléments ne nous servent pas, nous, là, maintenant, sur le plateau. Parce qu'on n'aura jamais de contradictoire sur cette question. On peut avoir du contradictoire sur le contexte. Mais voilà mon colonel qui est là. Non, il n'est pas venu en contradiction. Il va pas parler de la qualité des armes ici. Vous voyez bien qu'on se refuse d'évoquer les aspects de qualité des armes et tout. Mais on veut parler de ce contexte qui arrive dans une période où on parle beaucoup de bataille. Et dans son propos, on a l'impression justement qu'il y a un camp face à un autre. On veut rester dans l'analyse politique de cette sortie-là. Vraiment, ne parlons pas de marque des armes et autres. Ne dites pas une chose au contraire, puisque le colonel a dit tout à l'heure que n'amenez pas la politique dans l'armée. Vous dites qu'il faut une analyse politique. Le côté politique. Ah d'accord. Il sait exactement. On veut rester au côté politique. Le côté politique. Oui. Puisque mon travail en tant que politique, c'est de savoir, de connaître. Non, on est en train de se comprendre, Valère. On est en train de se comprendre. Vous voulez parler du sujet ou on n'en parle pas? On est dans le sujet. Ou bien vous voulez on me donner une orientation va du sujet? éviter les aspects qui parlent de marque. Oui, justement, c'est ça aussi une thématique dans l'orientation. Mais je pense qu'ici, notre logique, c'est aussi de faire savoir. Et si nous nous trompons, les téléspectateurs sont souvent là. Non, ils n'ont pas le temps. Ils ne vont pas réagir toujours. Mon but. On n'est pas dit que vous allez vous tromper. Non, je me trompe régulièrement. Moi, je suis ici, je ne suis pas ici parce que je connais tout. D'accord. Ça veut dire que si je dis une bêtise, alors dans le contexte politique de cette sortie. Non, vous ne m'imposez pas une orientation. Vous m'avez donné la parole et je dis ce que je veux dire. Ne m'imposez pas une orientation. Sur le contexte politique, dites ce que vous voulez dire. Je dois d'abord, pourquoi j'arrive sur le contexte politique, il faut que ceux qui m'écoutent comprennent. Là, c'est vous. Sache de quoi je parle. C'est vous. Maintenant, comment on fait? Votre problème, c'est quoi? Comment on fait? Mon problème, c'est justement qu'il n'y a pas... Non, c'est pas une question de personne, c'est une question de logique. C'est une question de logique. On n'a pas ça, Mamadou qui va venir dire que oui, j'ai eu telle marque d'armes et tout. Tout le monde a lu ce que le colonel a dit. Tout le monde a lu ce que le colonel a, ce que le capitaine a dit. Tout le monde l'a écouté aussi. Maintenant, nous, notre problème, c'est ça intervient à quel moment? Comment comprendre ce timing? Non. Moi, je ne veux pas encore arriver là-bas. Je dis que je vais expliquer. Je veux qu'on trie. J'ai bien dit que je veux trier tout ce qu'il a dit. Pour que vous compreniez quand je vais arriver sur le contexte politique plus facilement. On a compris. Non, vous n'avez pas compris. Allons sur le contexte politique maintenant. Non, si vous ne voulez pas, moi je m'arrête là. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Valère, on va sur le contexte politique. Vous ne m'imposez pas l'orientation. Non, Valère, je suis d'accord. Mais là,
l'orientation de l'émission. Vous avez peur de quoi? L'orientation de l'émission, c'est que vous avez avez les armes ici. Et c'est que vous Non, rien à voir à l'Orient, Valère, c'est jouer à ce jeu. Valère, problème. À ce jeu. Mon problème, c'est que l'orientation de l'émission ne part pas dans le détail parce qu'on n'aura pas de contradictoire. Quel est le sujet que vous avez donné? Quel est le sujet que vous avez donné? Que cache la sortie du capitaine Effoudou? Que cache la sortie du capitaine Effoudou? Oui. Les armes dont je parle, est-ce que ce n'est pas caché dans son propos? Non, il a dit. Ce qu'il a dit n'est plus caché. Il vous a donné les marques des armes. Oui, est-ce qu'il vous a donné les marques des armes? Vous avez vu le document? Vous avez vu le document qui a été posté? J'ai vu tout. J'ai vu tous les éléments. On a également le document. Non, il ne vous a pas évoqué. Le document est posté avec les marques des armes. Je vous donne les marques des armes, les origines. Allez-y. Finalement, allez-y donc. D'accord, merci. Mais vous permettez sortir de là. Nous avons deux présentateurs. Sortir un peu du Orient, on est d'accord, il n'y a pas le Orient dans le débat. Vous retirez aussi le Orient. Je peux continuer. Non, il n'y a pas le Orient dans le débat. Allons-y. Je peux continuer. Oui. Très bien. Monsieur Sani, effectivement, a existé. Sani Mahamadou a existé. Oui. Et je crois que des mesures avaient été prises. Il a été exfiltré, comme lui-même, Effoudou, a été exfiltré. Et monsieur Effoudou, je crois, si je peux me tromper, il est en France. La particularité de ce genre de personnel, c'est que quand vous êtes un personnel militaire ou policier avant, quand vous arrivez dans un pays étranger, on ne peut pas vous donner même le droit d'asile et tout ce qu'on va gérer sans vous exploiter avant. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a été exploité par les services français. Mais le plus important, c'est que pour qu'on vous accepte dans un pays comme celui-là, il faudrait toujours que, malgré que vous ayez été exfiltré, qu'il y ait toujours quelqu'un dans le système, ici au Cameroun, au régime, dans ce régime, qui soit votre caution. Sinon, un pays, très facilement, ne peut pas accepter qu'un ancien militaire arrive sur son territoire et sur la base de tout ce qu'il traîne, il reste. Vous comprenez? Si on entre dans le contexte, moi je pense, et je l'ai vu, comme vous m'avez empêché d'entrer dans le fond de l'affaire, du moins sur certains éléments de fond, vous dire que M. Effoudou dit des vérités. Mais sauf qu'il a choisi un moment pour dire des vérités. Aussi simple que ça. Comment vous jugez? Et c'est ce moment. Comment vous jugez que c'est des vérités? Vous m'empêchez de crier tout à l'heure. Vous jugez que c'est des vérités, Valère. Je fais les choses. Dire que c'est des vérités. Il dit des choses contre lui que je dis. Il dit des choses, mais ne disons pas qu'il dit des vérités. Il dit des vérités. Je crois que des est partitif. Non, des vérités. Il dit des choses. Des est partitif. Des est partitif. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il dit est vrai. Je parle français, monsieur Jean-Jacques. Non, on ne dira pas qu'il dit des vérités. Il dit des vérités. Il dit sa part de vérité. Bon, on dit donc la même chose. Non, on dit pas. Des vérités. En français, vous affirmez. Remettez-lui ses vérités à lui. Non, mais je m'approprie certaines de ses vérités parce qu'elles rencontrent mes vérités à moi. Alors que vous dites donc des vérités. Je peux continuer. Et Foudébé, ça veut dire des vérités. Je suis très dérangé. Allons-y. Qu'est-ce qui me va? Je suis très dérangé parce que le sujet n'est pas de juger. Je suis bien dans votre contexte politique. Que vous m'interrompez toujours. Je ne suis pas d'accord pour des vérités. Qu'est-ce qui ne va pas? L'analyse n'amène pas ce qu'on dit. Lui, il dit des vérités. Dit que c'est sa part de vérité. C'est la première fois que tu vois gêné comme ça. Je suis très gêné parce qu'un monsieur a parlé et vous dit que lui dit des vérités. Alors qu'on n'a pas la possibilité qui est dans le contradictoire. Et on veut éviter le contradictoire justement parce qu'on risque de mettre Effoudou en procès. Voilà. Donc vous vous souciez maintenant des Effoudou plus que de l'État camerounais? On risque de le mettre en procès. Je parle du contexte politique. Oh là là. Je peux continuer? Allez-y. Voilà. Alors, il dit des vérités à un moment particulier. Le guerre des clans. C'est pour ça qu'il y a problème. Et dans son propos, il semble bien distribuer des points. Il semble bien distribuer des points. C'est pour ça que j'entre par là où je suis sorti. J'ai dit, il est d'Atok et Dimako est aussi dans un bon banc. Département de Rognon comme Atok. Vous comprenez? Donc, en distribuant des points, on ressent particulièrement que il en donne davantage, du moins des bons points, au camp de Dimako. Donc du Rognon. Vous comprenez? Mais ça n'en enlève en rien le fond de certaines vérités qu'il donne. Vous comprenez? Parce qu'en fait, en tant qu'officier, il a été utilisé par des politiques. Et on le ressent particulièrement. Utilisé par des politiques pour faire certaines choses. Mais il a été sacrifié sur un dossier particulier, c'est-à-dire celui donc, du capitaine, du moins, le monsieur Mohamedou. Dossier sur lequel il est tombé, j'ai donné les types d'armes. Vous comprenez? Il a été sacrifié. Et on lui a collé un motif. Enfin, ça, c'est ce que lui, il dit maintenant. On lui a collé un motif comme quoi une affaire de Feyman, pas de diamant, machin, et puis il s'est retrouvé dans la difficulté. Vous voyez? Moi, je n'en sais rien. L'autre là, je ne connais pas. Je parle de ce que je connais. Vous voyez? Voilà la psychologie de l'homme que nous avons et que vous avez posé sur le plateau. Alors, la question est simple. Est-ce que le fond est que notre armée est malade? Est-ce que la question de fond n'est-elle pas que notre armée a des soucis? C'est-à-dire que le président Paul Biya a embourgeoisé l'armée
embourgeoisé l'armée. Au point où les gens n'ont plus vraiment le sens de l'intérêt à la patrie, la défense de la patrie. Vous voyez, voilà un jeune. Si on dit qu'il est né en 1990, hein, et qu'en 2019, il est affecté au service de renseignement de l'état-major particulier du président. Oui. Donc il avait tout son avenir devant lui. Comment en 4 ans, 5 ans, il se retrouve dans une salle à faire comme celle-là et se retrouve à l'extérieur? Vous voyez, il y a donc un problème d'utilisation dans nos services. Quand je dis dans nos services, au sommet de l'État. Parce que les camps utilisent justement cela. Mais je sors en disant que il faut nous poser un autre problème. C'est l'infiltration des politiques dans les forces de défense. Vous allez vous rendre compte que chaque politique haut placé a toujours son agent de renseignement. Un ministre, regardez les ministres. Un ministre a son agent, chaque ministre a son agent à la DGRE, à la CEMIL, au renseignement généraux, ceci. Quand il y a quelqu'un, l'agent de renseignement écrit boss, ministre, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Il passe. Regardez, vous allez voir là, il y a beaucoup d'immeubles qui sont conçus, il y a des Douala dans les villages ici. Pas les agents de renseignement. Parce qu'ils sont des informateurs des ministres. C'est pour ça que vous allez voir que certains ministres anticipent parfois sur le renseignement. On a même parlé des, il parlait des enquêtes de moralité. Il y a des gens qui sont arrivés qu'on a proposé à Paul Biya, qui étaient des bandits, des pilleurs devant Dieu et devant l'Éternel. Mais qu'on a blanchi parce qu'une note de renseignement a dit non, c'est un monsieur qui est très bien, c'est ceci. C'est après qu'on se rend compte qu'on l'avait trompé. Et d'ailleurs, le président m'avait compris ça depuis. Quand ceux qui côtoient, ceux qui connaissent un peu cette affaire-là là-bas, le président ne fait plus foi au service de renseignement depuis l'affaire Martinez-Ogo même. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que le président ne fait plus. C'est-à-dire confier certains dossiers à certains services de renseignement parce qu'il sait qu'il ne va rien en tirer. D'accord. Nous avons eu un combat. Non, je sors. Je sais que ça vous dérange. Il a sorti plusieurs fois. Je sais que ça vous dérange. Nous avons un combat dans l'affaire Martinez-Ogo. Où justement, quand on prend M. Eko, on le met en prison. Vous avez vu la bataille qu'il y avait sur qui va trouver le nouveau DGRE. Et on sait d'où il est venu. Enfin, on dit qu'il était d'abord le conseiller de tel, il est arrivé. Nous avons ce véritable problème avec les jeunes qui sont utilisés dans l'armée. Nous avons vu, par exemple, que le ministre de la Défense a commencé une série d'épurations à un certain moment. Et puis, mais il ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'il a quand même trouvé tout un système. Mais il ne peut pas aller toujours plus loin. Même le système de fonctionnement, il dit qu'il est gendarme. Quand ce monsieur vous dit « je suis gendarme », c'est une façon de vous dire que je ne suis pas militaire. Donc, nous avons un traitement particulier au secrétaire d'État à la Défense. Il vous cite le particulier du secrétaire d'État à la Défense qui nomme comme un ripou manifeste. Faites attention, c'est très grave ce que ce monsieur a dit. C'est très grave. Et si vous vous écoutez, nous qui mettons les oreilles partout, on va vous dire effectivement que c'est cela. D'accord. Ça dit qu'il y a Valère, que parfois vous comprenez pourquoi vous voulez pas entrer dans le fond de ses propos. Voilà, justement, vous voulez pas dans le fond du propos. Tout le monde a lu, tout le monde a écouté. Moi, je suis donc sorti définitivement. Merci. Pour dire que ne prenons pas ces paroles à la légère. On ne les prend pas à la légère. Parce qu'effectivement, M. Effoudou est en train de montrer le mal même qui gangrène non seulement la scène politique, mais qui a déjà pénétré ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire l'armée de ce pays. Et je redonne la parole au docteur Badjek sur cette question. Lorsqu'on écoute le développement de Valère tout à l'heure, est-ce que l'armée est aussi mal que cela? Est-ce qu'on peut prendre justement les propos du capitaine Effoudou pour interroger la formation, la jeunesse, parce qu'il évoquait les jeunes qui ont fait confiance et puis finalement finissent par trahir cette confiance-là? Vous savez, je suis la personne sur ce plateau qui peut parler de l'armée avec autorité. Oui. 35 ans de service, j'ai occupé les plus hauts postes. J'ai terminé conseiller technique auprès du ministre. Je ne voulais pas qu'on parle de l'armée en ces termes. L'armée a subi des réformes en 2001 qui ont été orientées vers une armée moderne, en mettant le diptyque armée-nation au devant et en gardant une philosophie de défense populaire. Aujourd'hui, si je me mettais à exhumer de manière parallèle tout ce qui entoure le dossier de Foudou, ce qu'on veut éviter justement. Je le connais, je connais suffisamment, il est de la 35e promotion, la promotion paix et émergence. Je sais quelle est la suite de ce dossier. Lorsqu'il est sorti de la présidence, il a été nommé comme responsable de structure et je ne sais plus quoi, la 3e région militaire interne. Ce qui veut dire qu'il ne laissait pas tout à fait un passif quelque peu trouble. Et après, peut-être les enquêtes l'ont rattrapé. Moi, je pense ici, si vous voulez faire un procès de l'armée camerounaise, faites-le avec une certaine honnêteté et voir un peu quel est le fait d'armes de cette armée.
Vous allez me parler de quelques éléments de corruption qui existent comme ça existe dans toutes les professions. Vous allez me parler de quelques brebis galeuses comme ça existe dans toutes les professions. Mais il faut regarder en gros, dans une stratégie globale, dans une vision globale, ce que l'armée camerounaise fait aujourd'hui dans la polymorphie de son combat du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et avec un engagement où ils sont même au niveau opérationnel extrêmement utilisés. L'armée aujourd'hui, à cause, n'est-ce pas, d'un déficit même budgétaire, ne tourne pas comme elle devrait tourner. Parce que c'est toujours avec des grincements dedans que l'on demande le recrutement, parce que c'est difficile. Il faudrait savoir qu'on travaille en contexte. Au niveau de l'Afrique noire, je vous le dis et je vous le répète, la construction, s'il y a une chose aujourd'hui qu'il faut reconnaître au chef de l'État, c'est la construction de cette armée camerounaise qui est partie de 2001, avec le décret, n'est-ce pas, de la réforme, qui a été suffisamment explicite sur les fonctionnalités de l'armée, sur la doctrine d'emploi des forces et sur l'organisation même de l'armée. L'armée camerounaise est bâtie sur une forme d'interarmisation, où pour avoir un effet final recherché majeur, on utilise les 3 composantes des armées conventionnelles. Aujourd'hui, ce décret, pour ma part, doit avoir une évolution dynamique parce qu'on arrive sur le terrain à certaines situations qui peuvent montrer, n'est-ce pas, des défaillances. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais rien figer quand on fait de la stratégie. Et même c'est pour ça que dans nos planifications, nous faisons ce qu'on appelle, n'est-ce pas, on donne des ordres en cours d'action. Parce que quand l'environnement ne le précise pas ou alors est contraignant par rapport à ce que nous faisons, eh bien on change. Aujourd'hui, moi je refuse qu'on parle de cette armée camerounaise. Je refuse que vous ne sachiez pas faire l'équilibre entre certaines brebis galeuses et le sang de mes frères d'armes qui a coulé sur les terres de notre pays. Je trouve que ça, je ne vais jamais l'accepter lorsque je serai sur un plateau. Faisons très attention. Mais vous savez que l'uniforme, c'est vrai, ça généralise les choses. Mais je vais vous dire, vous, monsieur Kiki, vous aviez peut-être... Vous étiez un anti-militariste quand je vous connaissais. Oui, et je vous ai amené sur le champ de bataille. Nous sommes allés jusqu'à la frontière du Nigeria. C'est cette perception que je veux que le public perçoive. Nous étions jusqu'à... Et vous avez vu, j'avais une équipe avec les journalistes de certains confrères israéliens, français, etc. Nous sommes allés au pied de l'avion pour rentrer. Ces journalistes ont chanté l'hymne national parce qu'ils ont vu dans quelles conditions nos soldats combattaient. Je refuse qu'on mêle la politique à l'image de cette armée camerounaise, qui reste une institution aujourd'hui, qui est viable et qui devrait travailler. Lorsque vous allez effondrer ce concept, Kiki l'a dit tout à l'heure, la paix, que vous ne savez pas que on ne connaît la consistance, on en connaît la consistance que lorsqu'on l'a perdue. Oui. Vous allez voir qui vous protégera, parce que la mission régalienne de l'armée camerounaise aujourd'hui, l'une des missions, c'est la protection des personnes et des biens. Laissez-la à côté. Tirez à boulet rouge comme vous voulez, pour faire plaisir au buzz. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas ce qu'il faut retenir de cette armée, qui, dans la majorité, essaie de faire son travail le mieux possible. Ce que j'interdirais, et je l'ai toujours fait, c'est des actes de soldatesque. Absolument. Des actes qui consistent à aller contre les droits de l'homme. Non, si l'armée camerounaise est professionnelle, elle doit s'entacher de ses principes et de les regarder avec une certaine acuité, parce que le président de la République, le Cameroun, a signé tous ces actes-là de respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme et tout le reste. Elle doit exceller. Et c'est pour ça que l'armée camerounaise aujourd'hui fait beaucoup d'efforts dans les formations. Ces formations DIH sont intégrées dans les formations à partir de l'élève officier jusqu'à la formation des sous-officiers des militaires du rang. Il y a un conditionnement au combat. Donc ne pensez pas que ceux qui violent les droits de l'homme sur le champ de bataille, c'est ceux qui exécutent les missions de l'armée. Donc, ce que je voudrais vous dire, le sujet est passionnant. Ce qu'il veut regarder, il faut regarder une intervention anachronique et qui n'a pas son sens, n'est-ce pas, dans le contexte de l'armée camerounaise aujourd'hui. Parce qu'aucun officier, qui qu'il soit, à la retraite ou ailleurs, ou même débarqué, n'a le droit de parler des choses qui concernent une sensibilité de ce genre, lorsqu'on a été discipliné. Ne pensez pas que nous avons eu un parcours idéal. Oui, nous n'avons pas eu un parcours sur les rails. Nous avons aussi connu, mais cela ne nous donne pas le droit de venir parler de toute une institution qui se vaut. Et dans aucun pays, vous ne pouvez provoquer l'armée, parce que c'est le socle même de l'intégrité territoriale. Alors personne ne provoque l'armée sur les éléments qui ont été évoqués tout à l'heure, de corruption, de trafic et autres. C'est des choses qui sont connues sous les... Je voudrais quand même dire qu'il faut calmer les émotions, la rectitude
du docteur colonel Badjek est revenu sur terre. Nous ne parlons pas de l'armée pour parler de l'armée. Les journalistes, le plateau, ce ne crée pas un événement. Le plateau essaie d'interroger un fait, la sortie d'un officier. Je vous réponds en conséquence sur la base de la discipline militaire. Oui, ne faisons pas la diversion. La discipline militaire, c'est une rectitude. D'accord? Et éviter de mélanger ces problèmes parce que il y aura des conséquences. Que vous allez imposer encore à un revoqué. Vous avez dit comment ça marche. Vous avez dit comment ça marche. S'il vous plaît. En tout cas. Nous savons que c'est... On appelle ça quoi morte là? L'armée c'est... La grande muette. Mais vous analysez les points factuels. N'est-ce pas? La grande muette. Mais dès lors que l'armée, un officier, capitaine, tous, l'armée s'enrue. Vous connaissez l'article 4 du règlement général. Monsieur Soulé, l'article 4 du général qui précise justement les devoirs d'un officier ou d'un personnel militaire quand il est parti. Le personnel militaire n'a pas le droit de s'agiter ou bien de parler des questions qui sont relatives de son domaine, même dans sa position hantée. Et ça, c'est l'article 4. Monsieur Soulé, vous ne pouvez pas être ici et demander la rectitude de l'administration des lois et tout le reste, et les bafouer quand cela vous intéresse avec une géométrie variable. Docteur Badjek, Oui. Calmez-vous. Non, je me calme. D'accord? Je me calme, je le reconnais. À aucun moment opposé à ce que vous dites. Mais ça reste, dans certains points de vue, la littérature. Parce que si un capitaine réussit, n'est-ce pas, à faire volte face à ce que vous dites, n'est-ce pas, ça devient compliqué. Et puis, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué face à l'arrogance, l'impertinence et même, n'est-ce pas, le presque pédantisme qu'on rencontre chez les communicants du RDPC. Monsieur le professeur Bilois vient d'en faire la preuve. Parce qu'il rend insignifiante la sortie de cet officier. Écoutez, on vous a dit qu'il vit en France. On connaît les micmacs des politiques françaises à vouloir changer le président Biya. Et je suis d'accord avec Valère que si ce gars peut parler fort maintenant, c'est parce que peut-être quelque chose s'est passé. C'est pas pour ça que je parlais d'influence. Mais non, il y a l'autre chose. C'est qu'il ne sort pas pour rien en tout cas. S'il sort, c'est peut-être qu'il a quelques garanties quelque part. Et il sort contre qui? Nous savons que c'est à la suite des décrets. Maintenant, il y a une autre chose. Revenons sur terre. Vous savez que l'intéressé est lié aussi à l'affaire Mbapout et puis d'autres affaires. C'est pour ça qu'on ne va pas entrer justement. C'est peut-être que je ne parle pas de ça. Je vous ai promis que je ne parle pas, n'est-ce pas, de l'intérêt. J'essaie un peu de rester un journaliste professionnel qui analyse les faits. Parce que dans le cas d'espèce où il n'y a pas de contradiction, comme vous avez indiqué, je ne vais pas rentrer en profondeur sur ce que dit parce qu'on va vous dire que sont les preuves. Mais je voudrais quand même qu'on se souvienne que dans la maladie des armées africaines qui provoque le malaise, c'est que les colonels généraux sont embourgeoisés. Ils ont tout. Or, c'est différent des officiers, capitaines, sous-officiers, soldats. Donc j'ai tout là. Suivez mon regard, mon colonel, l'histoire dans la prise de pouvoir par force dans les pays africains. C'est rédhibitoire. N'est-ce pas? Nous laisse voir que ce sont les capitaines. Jean-Jacques Zeux. Dans la majorité des pays africains où les gars ont pris le pouvoir, c'est des capitaines, des officiers capitaines. Donc dire que c'est insignifiant, alors que moi j'ai peur, ça veut dire qu'on n'a pas compris, professeur Bilois, ça veut dire qu'on n'a pas compris qu'il faut prendre au sérieux cette affaire d'un capitaine qui est en France, sachant qu'il y a des capitaines, n'est-ce pas, qu'on voit rapidement, parce qu'au moins, n'est-ce pas, c'est le summum de la souffrance en descendant, parce qu'en haut, c'est les colonels, qui ont tout, ça devient politique, et ils ont des deals extrêmement compliqués. Je ne dis pas que le docteur Bazé qui est là-dedans, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais toujours est-il que faisons très attention de penser que la sortie maintenant du
capitaine Foudou, n'est-ce pas, en France, que ça pourrait paraître anodin. D'accord.